Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, avec Tomelk. Salut à toutes les trois et salut au public du bisou. On va en parler, mais bon, vous l'avez entendu. Avec Lovela. Salut. Et avec Aurore. Coucou. Bon, vous avez entendu des bonjours, je parle pour les auditeuristes du futur et pas pour le public qui est ici, mais du coup, un enregistrement très spécial, puisque un enregistrement en direct. Voilà, donc il y a 20 personnes là qui sont devant nous, c'est fou. Voilà, et pour écouter cet enregistrement d'épisode. Mais sinon, tout reste pareil dans cet épisode, donc on va commencer direct. On parle de réinvestir le réel dans les rencontres, et on a comme toujours une question introductive, Lovela. Oui, et du coup, j'invite le public à réfléchir à cette question, puisqu'on pourra en reparler après l'enregistrement. Mais donc, à vous, pour vous trois, à quoi ressemblerait le lieu, l'espace ou l'application idéale pour vous pour rencontrer des gens ? Des idées ? Bah, moi, c'est un peu absurde, mais spontanément, j'ai pensé à des termes genre des bains romains où on serait tous comme ça, en mode jacuzzi, on se parle, voilà. Ok. Tout nu. Pas nécessairement, non. Mais pourquoi pas. Il peut y avoir une salle dédiée. On serait plus détendu si on était dans de l'eau, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Ok. Aurore ? J'aurais dit un travail de groupe. Mais horrible. Ouais, mais parce que forcément. Ouais, mais tu vois les bons côtés et les mauvais côtés qui ressortent. Bah oui, c'est le problème. Bah au moins tu fais le tri vite. Bah, j'ai une idée un peu dans le même sens. À un moment, je me suis imaginé une idée de speed dating où tu fais des jeux de société avec les autres. J'avais aussi une idée en plus, c'était et tu es aussi masqué. Comme ça, tu vois pas les autres, mais tu joues avec un masqué, pas des masques du Covid, genre on voit pas tes yeux, quoi, des masques vénitiens. Et comme ça, genre tu joues avec les gens et pareil, tu vois comment t'interagis, comment sont les gens dans le jeu et tout. Et en plus, les gens, je trouve qu'ils finissent par être vraiment eux-mêmes dans le jeu parce qu'ils sont pris par le jeu, quoi. Et ça permet de voir les alliances, les machins, si ça fonctionne bien. Et en plus, sans voir le visage, l'entièreté du visage de la personne. Et après, tu te révèles si tu veux. Voilà. Ok, trop stylé. Moi, j'imaginais une application où tu peux parler aux gens pendant une semaine et t'as vraiment qu'une semaine pour leur parler, pour les découvrir. Et après, t'es obligé de les rencontrer en vrai. Comme ça, t'es Mais vraiment. je crois que ça existe un peu, non ? Enfin, c'est un peu vers là que vont les applications. Il y a une application où c'est vraiment. Je crois que tu peux pas parler. T'es obligé de fixer un rendez-vous. Oui. Voilà. Bon. Donc on y vient en fait, c'est juste le futur proche, ce que tu me racontes. Super, on va introduire, et c'est moi qui ai introduit cet épisode. Donc bon, on n'invente pas l'eau tiède en disant qu'on en a marre des applis de rencontre. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans plusieurs épisodes, notamment celui sur la drague l'année dernière. Et d'ailleurs, cette dating fatigue, elle se voit dans les chiffres. En 2017, la moitié des mariages aux États-Unis étaient issus d'une rencontre en ligne. Mais ces dernières années, les géants du secteur s'essoufflent. Tinder dit avoir perdu un tiers de ses utilisateurs depuis son pic début 2020. Les actions de Bumble et de Mythic dégringolent en bourse. Là, je suis sûre que ça vous passionne. Bref, on entre dans une ère post-appli de rencontre, en tout cas, comme on les a connus jusqu'ici, parce que vous allez voir, c'est pas vraiment une ère post-appli de rencontre. Mais est-ce que ça veut dire un retour aux rencontres dans le réel ? Dans mon cas, c'est pas si simple de rencontrer des gens en ne passant pas par le virtuel. Déjà parce que je suis pas complètement soignée de mon aversion au risque dont j'ai déjà parlé dans ce podcast et que du coup, rencontrer des gens dans la vraie vie, ça me stresse un peu. Mais aussi que les lieux de rencontre dans le réel, qui sont souvent le travail ou les amis des amis, c'est pas le plus adapté à mes besoins recherche, on va dire, en étant polyamoureuse et dans des schémas non exclusifs. Enfin, il y a quand même, c'est possible, mais il n'y a pas tant de chances que par hasard au travail ou dans les amis de mes amis, je tombe sur des personnes qui me correspondent, on va dire, en tout cas, qui ont les mêmes envies que moi. Mais en soi, du coup, je me dis, il faut arrêter les applis de rencontre, il faut passer à autre chose. Mais en fait, je suis vraiment un produit de mon temps, je me rends compte, parce que j'ai des envies, besoins spécifiques en termes de rencontres. Et
auquel le virtuel permet de mieux répondre parce qu'il permet mieux la création de communautés de niche que le réel. Et en même temps, j'ai envie de rencontres plus authentiques, plus ancrées dans le réel, de communautés, de rencontres qui vont au-delà de la relation amoureuse. Et ça, les acteurs du dating, on en reparlera, l'ont bien compris. On voit émerger de nouvelles offres de rencontres dans la vraie vie, soirée speed dating, dîner entre inconnus, ou même du coup des applis un peu hybrides qui sont là, il faut directement se voir ou autres. Et même les applis de rencontres un peu historiques s'adaptent et se dirigent maintenant vers des interfaces plus communautaires et holistiques et plus authentiques et qui dépassent la seule recherche amoureuse pour créer une communauté et après, à l'intérieur de cette communauté, trouver quand même l'âme sœur parce que voilà. C'est le but. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça vous inspirait tout ça ? Est-ce que vous avez testé ces nouvelles offres de rencontres ? Et aussi, quid de repenser les rencontres en dehors d'un marché commercial, que ce soit pas forcément encadré par des algorithmes ou des stratégies commerciales. Et quid de faire vraiment la communauté, mais pas que par le marché, quoi. Voilà, en gros. Très bien. Je vous propose qu'on commence. Et on commence avec ta partie, Aurore. Rêve parti. Rêve parti. Ok, alors je me sens hyper timide, donc je vais vraiment regarder mon téléphone. Je vous prends ou la dictature clitoridienne. C'est une affiche pour les auditeuristes. Donc moi, je vais vous parler. Donc je me base sur le livre de Judith Duportail qui s'appelle L'amour sous algorithme. Donc en fait, elle parle de son expérience avec Tinder et elle a enquêté sur le fonctionnement de l'application. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant et je me dis que ça peut être sympa de vous révéler un peu ce qu'elle a découvert et de peut-être vous permettre de faire le parallèle avec votre propre expérience, de dire « Ah tiens, cette rencontre n'était peut-être pas que liée au hasard, mais peut-être à un algorithme. » Donc en fait, pourquoi est-ce que Tinder a été créé ? Donc son créateur, Sean Rad, qui a un bon gros nom d'américain, donc l'idée lui est venue alors qu'il était dans un café avec des amis et une jeune femme lui a souri. Et il décrit comment ce sourire lui a fait comprendre que cette fille était partante pour discuter avec lui. C'était pas que la serveuse, je pense, j'espère. Et donc cette certitude a rassuré celui qui se décrit comme très timide. Donc Sean s'est alors mis en tête de trouver un moyen de créer un double opt-in, donc social. Donc c'est un terme marketing qui désigne un consentement en 2 étapes. Donc ça garantit que les 2 individus ont un intérêt mutuel avant de communiquer. Donc en fait ça supprime cette peur du râteau. Donc le match, c'est ça, on sait, tous les deux on a matché, on sait que tous les deux on a envie de se parler. Donc les dessous de cette application. Donc en fait, les gens qui nous sont proposés, ils ne nous sont pas proposés par hasard. Chaque utilisateur, il a un Elo Score. Donc ce terme, ça vient d'un système de classement des joueurs d'échecs. Donc le Elo Score, ça fait partie d'une branche spécifique des mathématiques, de la théorie des jeux, donc qui étudie et tente de modéliser les choix des individus en interaction. Et aussi un des gros, je sais pas comment dire, pas un levier, mais un des trucs qui fait que Tinder, on a vraiment envie d'y retourner, c'est que ça joue donc voilà, sur un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'addiction, c'est celui de la récompense aléatoire et variable. Donc on ne sait jamais si on va avoir un match, est-ce qu'on a un match, est-ce qu'on va avoir un message, est-ce qu'il va nous répondre, un match de qui. Et donc quand on a ce match ou cette réponse qui vient sans qu'on s'en rende compte, ça nous donne envie d'y retourner, de retrouver un match, de retrouver un message. Donc, et aussi, ils se sont rendus compte que quelque chose qui était important pour les gens, quand ils se rendent compte, c'est qu'ils ont un peu envie d'avoir l'impression que c'est quand même le destin qui les a un peu aidés, quoi. Que c'était écrit, la vie les a reliés parce qu'il fallait qu'ils se rencontrent. Et donc, flammes jumelles. Ouais, ou autre. Les âmes sœurs. Oui. Les âmes sœurs, voilà. Et donc, cette croyance en la destinée fait que les humains, en fait, ils sont très attachés aux symboles, donc surtout en matière amoureuse. Donc, en fait, le serveur de Tinder, il est configuré pour rechercher des similitudes d'intérêt, de lieu de naissance, de date de naissance, de mois de naissance, d'année de naissance. Vraiment, on peut aller très loin. Université, prénom, nom de famille, pseudonyme. Donc, il y a plein de mots-clés qui vont être montrés aux utilisateurs pour leur laisser un peu penser « Ah tiens, tous les deux, on est nés le 8 août, c'est fou, on est jumeaux. Fallait qu'on se rencontre à Deauville. »
Il y a une histoire vraie derrière. Donc voilà, donc il y a ensuite on enlève le frein de je sais pas s'il veut parler avec moi. En fait, s'il veut parler avec moi, en fait, il veut parler avec moi et la vie voulait qu'on se parle. Je tape. Et en fait, comme par hasard, c'est des gens, les gens sur lesquels on swipe, c'est des gens qui nous plaisent. En fait, l'application, elle va nous donner des notes d'attractivité physique. Donc, par exemple, toi, t'es un 10, toi, désolé, t'es un 5. Toi, t'es un 7. C'est comme ça qu'on apprend comment elle nous voit. Non, vraiment. Je suis un 10. Non, je t'ai dit 10 parce que tu seras vexée si elle était en dessous. C'est faux, j'ai plein d'autodérision. Mais je rigole. Continue. Elle est lion quand même. Continue. Et donc l'application, elle a tendance à nous montrer des gens qui ont ce même score d'attractivité que nous, parce qu'on se rend compte que dans la vraie vie, les gens ont tendance à se mettre avec des gens qui sont des gens très beaux, se mettre avec des gens très beaux. L'homogamie physique. L'homogamie physique, voilà. Donc c'est un autre point sur lesquels l'application, enfin pas triche, mais joue, et aussi sur notre intelligence. En fait, l'application... Comment ils jugent notre intelligence, Tinder? Ah, tu veux que je te dise plus? Faute d'orthographe. Alors en fait, ils utilisent 3 tests. Alors disons des noms sympas. Je sens que ça va m'énerver. Bah, c'est sûr. Tu veux les noms Tu des veux tests? dire que cette appli serait discriminante? Alors, c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant. Ils vont voir le nombre de mots par phrase qu'on utilise. Est-ce que tu fais des phrases complexes? Est-ce qu'il y a du passif dans tes phrases? Ouais, aussi. Okay. Est-ce que tu utilises des mots qui comptent plus de 3 syllabes? Ah ouais. Ok, donc il faut mettre nonobstant, que des mots comme ça dans ta... Circonstanciel. Circonstance. Constitution. Circonstanciel. Okay. Et en fait, Constitution. Oui. Ouais. Ils prennent des tests qui ont été créés par la marine américaine. Donc, il y a beaucoup de tests. Hein. Le Flesh Kincaid Reading Ease, le Flesh Kincaid Great Level et le Gunning Fog Index. Donc, si tu mets ces noms dans ta bio, c'est bon, t'es intelligent. Hein. Et donc, ils étaient utilisés pour déterminer le niveau de difficulté d'un texte en anglais et le niveau d'éducation nécessaire pour le comprendre. Donc, selon ce qu'on a écrit dans notre bio, ils sont capables de dire, de donner ton niveau d'éducation, estimer ton QI. Mais si tu mets rien, ça veut dire que t'es teubé ou... Bah, ça joue peut-être, oui. Ok. Peut-être que t'es... Peut-être t'as un malus. Mais que parce des ça respecte pas le fonctionnement de l'application. Mais si t'es très beau, ça remarche. Enfin, selon des standards. Voilà. Et aussi, si on croise tous ces facteurs, bah, c'est assez inégal. Par exemple, une femme qui a dépassé 25 ans, elle perd Et oui. des points. C'est bien connu. Mais un homme de 45, lui, il en gagne. Mais une femme de 45 ans et une femme de 45 ans éduquée, elle perd encore plus de points. Donc c'est pas... Ouais, bah ouais. Quoi? À 45 ans, il faut Je donne 45 au pif. Disons que si t'as plus de 25 ans, c'est pas bien. Et si t'es éduqué et une femme, c'est vraiment mauvais vraiment signe compliqué. en fait. Juste Après, disparaître de la Terre, c'est mieux. En étant un peu cynique, c'est un peu une modélisation des Oui. mécanismes sociaux qui se reproduisent dans la vie réelle, quoi. Et donc c'est pour ça que tu peux avoir Richard. Bon, je veux pas stigmatiser personne, mais Richard, 55 ans, chômeur, peut croiser le profil de Cindy, 22 ans, en master de quelque chose. Il peut la voir dans son feed, alors que Véronique, 50 ans, diplomate, elle aura du mal à croiser, elle aura pas de profil intéressant, quoi. Elle aura peut-être Jean-Claude, 82 ans. Donc, ce qui fait que ça devient très frustrant, ces applications. Et en fait, ils font tout ça juste pour que tu payes. Pour avoir des profils intéressants. Parce que quand tu payes, ouvre un peu tu vois plus de monde, tu peux liker plus de monde, parce que tu as des quotas de likes. Des fois, tu peux même tu peux super liker quelqu'un. Donc, quand quelqu'un est super liké, tu dis, c'est que vraiment, il m'aime vraiment bien, il a vraiment flashé sur moi. On était en même temps nés tous les deux, lui, toutes. Et donc voilà, plein de... En fait, les gens que tu rencontres sur Tinder, c'est pas du tout le hasard et le périmètre que t'as choisi qui fait que tu vois ces gens. C'est vraiment... Il y a tout un brassage...
tout embrassage. Mais en fait, les applications, c'est les cupidons d'aujourd'hui, quoi. C'est eux qui décident à notre place, quoi. Ah, c'est même... Ouais, il est pas gentil, Cupidon. Hein. Bon, il est pas... Enfin, c'est pas qu'il est pas gentil, mais il est un peu... Il a une idée derrière la tête, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Bon, les applis, c'est pas ouf. Après, moi, ça n'a jamais été mon truc, hein, donc j'allais pas vous dire pourquoi c'était bien. Ouais. Mais... je pense qu'on a tous une idée des problèmes d'algorithme de Tinder et tout, mais c'est intéressant de vraiment repartir sur le fondement de qu'est-ce que c'est les enjeux derrière et comment ça marche l'algorithme et d'où ça vient. Et oui, c'est du marketing. Ouais. Le problème, c'est aussi le côté boîte noire, quoi. En fait, on sait pas, jusqu'à ce qu'il y ait des enquêtes comme celle-là, on sait pas ce qu'il y a derrière, on n'a pas de contrôle dessus, donc en fait, on y est un peu soumis. Mais après, ce que je voulais dire aussi pour nuancer, c'est que c'est des mécanismes qui se reproduisent aussi dans la société et qu'ensuite, derrière, l'utilisateur fait aussi des choix qui vont ensuite soit atténuer les choix de l'algorithme, soit les renforcer. Et ça, c'est des mécanismes sociaux qui s'appliquent et ensuite des choix individuels, mais déterminés, quoi. Ouais. Et puis après, toutes les applis ont leurs propres algorithmes et maintenant, on a le choix aussi des applis qu'on choisit. Donc, il n'y a pas les mêmes personnes sur les mêmes applis exactement. Mais ouais. Mais bon, on est post-appli, non, peut-être. Est-ce qu'on passe à ta partie, Tomelk, ou... Pourquoi tu me regardes ? Tu as fini, Aurore. Ouais, j'ai fini. D'accord. Eh bien, Tomelk, c'est à toi. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Et moi, pour changer, je vais vous parler de sociologie. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast, c'est un peu sur de la socio que je m'appuie à chaque fois. Et j'avais envie, c'est vraiment dans la transition de la partie d'Aurore, de parler des applications de rencontres, des mécanismes qui s'y appliquent, et en fait de me demander aussi pourquoi, avant on fait le constat d'une fatigue de notre utilisation des applis, d'envie de passer à autre chose. Mais de faire quand même de creuser un peu le constat de pourquoi en fait les applis sont devenues aussi importantes. Et pour ça, je m'appuie sur des ouvrages de Marie Bergström, qui est une sociologue qui est spécialiste en fait des applications de rencontres en France. En tout cas, c'est une Suédoise qui étudie, écrit et vit en France. Donc deux de ses ouvrages, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique en 2019. Et puis là, un bouquin qui vient de sortir, qui est assez génial, un ouvrage collectif qu'elle a coordonné, qui s'appelle La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Où il y a énormément de chapitres qui brassent des aspects très 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 divers en fait des relations amoureuses et sexuelles des jeunes, mais qui parlent aussi un peu justement de cet aspect numérique. Donc, les applis de rencontre décriées, à juste titre, on a vu pourquoi. Elles ont encore une mauvaise image. C'est un peu honteux, moins qu'avant, mais quand même, d'être sur une appli de rencontre. C'est un peu comme si on n'était pas capable de rencontrer des gens en vrai. Donc ça peut avoir cet aspect encore un peu négatif, mais alors même pourquoi si j'avais l'impression que ces dernières années ça s'était quand même vraiment démocratisé, quoi. Enfin, même encore il y a 5 ans, j'ai l'impression que ça pouvait être un enjeu et que déjà à partir du Covid c'est en mode oui évidemment les applis, quoi. Ouais, c'est beaucoup moins tabou en fait. Ouais. Avant c'était un tabou, maintenant ça peut être un peu connoté négativement, mais beaucoup moins. Ouais. Et justement c'est ce que je voulais dire, c'est que elles sont devenues très populaires, voire incontournables, et en fait elles sont entrées dans les mœurs. Il y a ce côté, c'est une manière de rencontrer des gens à côté d'autres qui existent. Et que donc elles sont entrées dans les mœurs en 15 ans à peine. Quelques chiffres, en 2023, 56% des jeunes de 18 à 29 ans se sont déjà connectés à une appli de rencontre. Et c'est la première fois que ce chiffre, que ça devient une pratique majoritaire dans la société, pour les jeunes. Et en 2006, c'était seulement 26% des 18-29 ans. Donc en 20 ans, ça a vraiment explosé, quoi, l'utilisation des applis de rencontre. Donc il y a une banalisation de ces plateformes de rencontres en ligne et une massification, c'est-à-dire que c'est un phénomène de masse. Il y a peu d'écart d'utilisation selon les classes sociales, selon le genre. Les différences qu'on va retrouver en termes d'utilisation donc des applis de rencontre, ça va être plutôt lié à l'orientation ou aux pratiques sexuelles et au rapport à la religion.
avec, vous pouvez imaginer, moins de recours aux applis pour des gens plus religieux. Il y a des applis spécifiques aussi pour des personnes religieuses qui sont là en mode... Il y avait une affiche là à Lille pour une appli, je pense, pour des personnes musulmanes où c'était écrit « Nous, dans l'islam, on ne date pas ». Et du coup, l'idée, c'est de dire c'est une appli pour trouver... un mari, une épouse. Mais voilà, donc vous passez par les applis de rencontre, ce qui semble contre-intuitif parce que c'est vraiment une appli de dating, mais le slogan, c'est en mode, c'est pas du date, c'est de la rencontre pour un objectif de mariage, voilà. Ouais, dire aussi que du coup les amoureux et partenaires sexuels se rencontrent encore majoritairement dans le réel, malgré le boom des applis, mais qu'il y a des différences, les lieux de rencontre, dans les différents lieux de rencontre, on va pas faire le même genre de rencontre. Par exemple, 21% des jeunes donc de 18 à 29 ans ont trouvé un partenaire d'un soir via une application de rencontre, 30% dans un lieu public et 12% sur leur lieu d'études. Et pour les couples, les relations de couple, 12% de rencontres via les applis, 23% lieu public et 25% les études. Donc par exemple, le lieu d'études, c'est un lieu vraiment privilégié pour rencontrer des partenaires de couple et un peu moins pour des partenaires d'un soir et les applis inversement. Mais c'est les deux espaces qui sont les plus représentés en fait pour les rencontres des 18-29 ans. Mais avec donc une typologie de rencontres différente. Donc il y a une fonction sociale en fait des plateformes numériques de rencontres, c'est-à-dire qu'elles répondent à un besoin. Et c'est vraiment ça l'idée de Marie Bergström. Ce qu'elle dit en fait, c'est que les plateformes de rencontres ont accompagné des évolutions sociales qui sont plus profondes. Elles n'ont pas été la cause de ces évolutions. La conjugalité reste la norme, mais la mise en couple ou en ménage, entre guillemets, est plus tardive. Le premier enfant arrive plus tardivement aussi pour les gens. L'entrée dans le monde du travail est plus tardive et donc elles répondent, en fait, ces applis, à des besoins issus de ces nouvelles pratiques en termes de rencontres et de sexualité qui se sont développées chez les jeunes pendant cette période, notamment de la vingtaine. Donc en fait il y a plus d'expérimentation amoureuse et sexuelle qu'auparavant. On a plusieurs relations en général au cours de la vingtaine du fait de la libération sexuelle et de cette mise en couple plus tardive, en tout cas pour ceux qui répondent à cette norme. Et donc les applis de rencontre ont permis en fait de créer des lieux de rencontre plus discrets en dehors des cercles sociaux ordinaires, pour y donner en fait libre cours, pour pouvoir expérimenter de cette manière-là. Et c'est ce que Marie Bergström appelle le désencastrement des rencontres vis-à-vis des cercles sociaux ordinaires. Et elle parle plutôt d'un changement des conditions de la rencontre plutôt que des normes de rencontre. Par exemple, l'homogamie sociale, on la retrouve à la fois dans les rencontres qu'on fait dans le réel et dans les rencontres en ligne et via les applis. Alors, accompagnées, guidées par les algorithmes, mais pas que. Et donc en fait, il y a une privatisation de la rencontre, donc c'est-à-dire un déplacement de la rencontre vers la sphère privée qui permet premièrement ce qu'elle appelle l'insularité, c'est-à-dire la dissociation entre la sphère sociale et la sphère sexuelle. On va avoir la sphère où on va faire nos rencontres et la sphère où on va aller travailler, avoir des amis, faire du sport, etc. Le deuxième élément, c'est ce que j'évoquais auparavant, c'est la discrétion. Donc, les rencontres peuvent se faire à l'abri des regards de la famille, des collègues, et donc un peu à l'écart de certaines pressions sociales. Et troisième élément, c'est la domestication, c'est-à-dire que la rencontre entre dans le foyer et on peut commencer à initier des rencontres de chez soi via des applis. On n'est pas obligé d'aller dans des lieux dédiés ou alors de détourner l'usage de certains lieux pour faire des rencontres. Alors tout ça, ça a des écueils et on va peut-être en parler plus tard, mais ça a aussi des intérêts, notamment pour les personnes qui ont envie d'une sexualité qui est considérée comme marginale ou qui ne répond pas à la norme. Et ça se voit par exemple dans le différentiel d'utilisation des applis de rencontre par les personnes hétérosexuelles. Donc les jeunes hétérosexuels de 18 à 29 ans, ils sont 54% à avoir utilisé une appli. Et chez les jeunes homosexuels, ça monte à 80%. Donc il y a un gros différentiel.
C'est aussi vrai pour les femmes en fait qui souhaitent avoir une sexualité abondante avec de nombreux partenaires, quelque chose qui est quand même encore mal vu et stigmatisé dans la société. Et les espaces virtuels de rencontre permettent en fait de donner libre cours à cette sexualité sans être sous le regard des autres et pointé du doigt par tout le monde en fait, la famille, les amis, etc. Sans coucher avec tous ses collègues et après avoir une stigmatisation. Ça me fait penser à Maya Mazurette. Elle parlait déjà de sexualité. Elle est arrivée dans je sais plus, un journal ou quoi, je sais plus. Et son patron lui a dit, bon, par contre, est-ce que tu pourrais ne pas coucher avec tout le monde? Elle était là, en fait, c'est genre un peu, c'est pas ma DA. Je pense qu'elle a pas dit ça. Elle était là en mode, vous savez à quoi vous vous attendez en m'engageant. Donc, en fait, si, je vais coucher avec tout le monde si j'en ai envie, quoi. Enfin, voilà. Donc, bref, bon, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Maya Mazurette. C'est pas ma DA. Elle a pas dit, c'est pas ma DA. C'est pas ma gueule. Ma ligne édito, c'est de coucher avec tout le monde. Donc elle aura un droit de réponse si elle nous écoute. Et pour compléter, je dirais que ça a aussi un intérêt pour tout simplement trouver des partenaires. Lélina, tu parlais en intro des envies de niche et des communautés de niche et des pratiques sexuelles de niche, entre guillemets, ça permet aux gens de se retrouver. Ça permet aussi à des gens qui sont entrés dans le monde du travail, peut-être au tournant de la trentaine, avec moins d'opportunités de rencontrer de nouveaux partenaires, tout simplement d'en rencontrer. Et qui ont aussi, souvent c'est des personnes qui ont aussi dans leur entourage beaucoup de personnes qui sont dans des couples, dans des relations de couple exclusifs. Et donc ça me permet de ne pas forcément détourner d'autres lieux, par exemple s'inscrire dans un club de sport ou un atelier théâtre ou une chorale juste pour rencontrer quelqu'un, mais parce qu'on en a vraiment envie en fait de le faire. Et je dis pas qu'on peut pas rencontrer. Ça peut être double. Ça peut être double. Comme, ça peut être double. Se faire des amis. On peut se dire j'aime bien la sculpture et en même temps peut-être j'y rencontre des gens. mais je pense que ça permet de ne pas voir ces activités-là et uniquement comme un moyen, ou avant tout comme un moyen de rencontrer des gens, ou en tout cas de faire des rencontres amoureuses, en fait, de se dire que il y a aussi une autre manière de faire, et on peut faire les deux. Ça permet peut-être de s'enlever un peu de pression quand on se dit il faut que je m'inscrive à tel truc pour rencontrer des gens, sinon je vais rester toute seule toute ma vie. Comme tu dis, ça insularise, quel mot, mais un peu pour le meilleur et pour le pire, quoi. Ça a des intérêts comme des désavantages. Et puis dès le premier cours, tu vois qu'il n'y a personne avec qui ça match, t'es coincé pour le reste de l'année, quoi. Ton jeudi, c'est céramique avec. C'est ça. Faut prendre un cours d'essai avant de. Après, personne t'oblige à aller à la céramique, ou alors c'est de la céramique BDSM et non, mais un contrat, quoi. Si tu veux, je vais prendre un cours de je sais pas quoi. Oui, t'as déjà payé, tu veux pas. Oui, bon, ça c'est un rapport à l'argent à travailler peut-être. Bon. Et du coup, en conclusion, Marie Bergström, elle dit que ce désencastrement facilite l'accès à la sexualité et à une sexualité plus libre et donc plus émancipatrice pour les individus. Et en fait, les plateformes de rencontres en ligne sont pour le moment un outil assez probant de cette évolution, car elles ont permis de soustraire nos rencontres en partie au moins au contrôle de notre entourage, de nos familles, de nos amis, de notre église, je ne sais pas. Et voilà. Et donc, d'un autre côté, on en a parlé, les applis ont plein de problématiques, ont plein de problèmes, à la fois dans leur conception, dans leur manière de fonctionner, aussi dans le côté marchand, avec des algorithmes obscurs et les données personnelles qu'on donne en fait à des grandes boîtes. Et donc, j'aimerais bien ouvrir avec 2 pistes à creuser, à discuter. Première piste, repenser les espaces de rencontres virtuelles pour leur donner leur chance, parce qu'en fait, ils ont une vraie utilité et ils resteront, je pense, dans les usages. Du coup, peut-être trouver une manière de reprendre le contrôle sur les algorithmes, créer des plateformes de rencontres qui seraient gérées de manière communautaire, en dehors du marché et avec des règles qui pourraient être définies démocratiquement par les utilisateurs. Donc là, c'est un peu utopique, mais pourquoi pas. J'en reparlerai. Ah, t'en reparleras, ouais. Parfait. Et deuxième piste, imaginez des lieux de rencontre IRL, donc dans la vraie vie, qui auraient quand même les caractéristiques qui ont rendu les applis indispensables et qui répondraient donc aux mêmes besoins, mais sans tomber dans leur travers. Alors le portrait robot de ces lieux, ça pourrait être des lieux qui seraient dissociés du travail, de la famille, qui permettraient une relative discrétion et ou un moindre contrôle social et qui seraient dédiés aux rencontres. Donc les termes romains. Les termes. Et en même temps qui seraient plus conviviaux
les termes, plus éthique, qu'on est nus. je sais pas, plus éthique, je sais pas, et plus propice en tout cas à la création de liens d'attachement sécures, ce qui parfois peut être le problème des applis aussi, où du jour au lendemain, la personne peut ne plus te répondre, te ghoster, et c'est fini. En fait, t'es pas vraiment un humain pour elle, quoi. Mais justement, ce qu'elle disait dans son bouquin, ce qui était chiant avec les applications, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, il est lié à toi par nulle autre chose que cette application, donc c'est plus facile de ghoster. Alors que quand c'est un ami d'amis, généralement la personne se tient plus à carreau. C'est pareil, Donc, c'est les deux facettes de dire le virtuel, ça permet moins de contrôle social et en soi c'est bien, et en même temps un peu de contrôle social, ça fait qu'on ghoste pas les gens, quoi, potentiellement. Ouais. Après, ce que dit Marie Bergström, c'est que le contrôle en fait sur les applis se fait différemment. C'est pas un contrôle social. C'est un contrôle, un autocontrôle. C'est les personnes se contrôlent elles-mêmes, mais du coup tu te fixes tes propres normes, et certains vont pas se fixer beaucoup de normes et vont faire un peu n'importe quoi et jeter les gens comme des vieilles chaussettes. Mais bon. Et donc on a une expérimentation de nouveaux lieux Wow, tu fais mon de travail. rencontres. Et bravo, vas-y. Vas-y. C'est à toi, Love, là. Oui, alors, je m'introduis. Qui va raconter sa vie? Qui va raconter sa vie? Qui veut raconter sa vie? Oui, donc moi je vais vous raconter l'expérience que j'ai fait avec Time Left. Donc je sais pas si vous connaissez, j'ai été targetée mais de façon violente par cette application sur Instagram qui me mettait des pubs sponsorisées vraiment H24. Donc c'est une application où en gros on réserve une place dans une table de 6 personnes qu'on ne connaît pas dans un restaurant, le mercredi soir. Et du coup, déjà, je pense qu'ils n'avaient pas compris qui j'étais, parce que de base, moi, je suis quand même anxieuse sociale. J'ai vraiment peur de parler à des gens quand je connais personne dans la pièce. Donc, vraiment, c'est... Bon, je vais mieux. Je suis là avec vous. Mais je pense que c'était un peu bizarre de me targeter pour ça. D'autant plus que je passe mon temps à dire à tout le monde que je ne veux pas rencontrer de nouvelles personnes parce que je n'ai déjà pas assez de temps pour voir tous mes amis. Donc, bon, je n'ai pas, a priori, le bon public. Mais bon, ils avaient sûrement de l'argent à dépenser pour me targeter moi. Et que en plus, Time Left, ça va au-delà de rencontrer des amoureux, mais en plus tu as un amoureux aussi, c'est quoi. pas le but. Vraiment, Time Left, c'est vraiment le truc. Ils le disent, ce n'est pas une dating app, c'est vraiment une application de rencontres vulnérables, authentiques, etc. Après, etc. c'est ce que disent tous les lieux communautaires qui, au fond, sont aussi des applis de rencontre. Je pense à FetLife, ce lieu BDSM, qui n'arrête pas de dire on n'est pas un lieu de rencontre, on est un réseau social de personnes intéressées par le BDSM, mais au fond, c'est aussi un lieu de rencontre, quoi. Bon, et oui, donc en plus de ça, je suis en couple, donc vraiment pas ouf le targeting, mais en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie d'être une enquêtrice et d'aller expérimenter Time Left pour pouvoir le raconter dans le Bisoudrome? Donc c'est ce que j'ai fait. On a commencé par remplir le questionnaire après un enregistrement du Bisoudrome. Justement, j'ai dit, est-ce que c'est pas hyper drôle? Allez, on remplit le questionnaire. Franchement, c'était une super activité d'afterwork, hein. Mais par contre, vraiment, Time Left, ils se prennent pour les inspecteurs de la DGSI parce que les questions, c'est vraiment le test MBTI. Je ne sais pas si vous voyez les 16 personnalités, là où ils vous posent 11 000 questions, c'est interminable. Donc il y avait des questions du style, est-ce que vous aimez parler politique? Est-ce que vous êtes introverti? Est-ce que vous êtes motivé? Alors moi j'étais là-bas. Motivé pourquoi? Alors je suis motivée, Globalement. mais par l'ordre du monde, par exemple, pas du tout. Enfin voilà, il faut préciser la question. Mais donc j'ai mis 5, je crois. 5 sur 10. Ah oui, il y avait une échelle. Je savais pas trop en fait, genre si j'étais motivée ou pas. Bon. Et alors là, surtout la question, c'est ma question préférée. Est-ce que vous êtes plutôt rock ou rap? Et là, je me suis dit, ils vont me caser qu'avec des gens qui aiment le rock. Enfin, moi, du coup, ça m'intéresse de rencontrer des gens qui aiment le rock. Bon. Donc, je m'inscris. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne mettent pas... ils vous donnent pas les infos, en fait. C'est-à-dire que vous remplissez des tas de questions et des tas de questions, mais ils ne vous donnent jamais les informations des gens que vous allez rencontrer. Donc déjà, ça pose un peu... Je sais là, pourquoi vous avez ces infos sur moi, du coup? La veille, donc le mardi soir, je reçois le nom du restaurant. Il faut savoir que j'avais rempli que j'étais... Enfin, ils demandent des trucs du style combien d'argent vous êtes prêt à dépenser pour ce dîner, etc. Et aussi, qu'est-ce que vous mangez? Ce qui peut être pertinent dans le cas de, par exemple, Lélina qui est végane.
Et moi, j'ai mis, je suis pesco-végétarienne. Bon, en fait, je vais passer vite sur ce truc, mais c'est quand même important pour moi. J'aime bien manger végétarien ou vegan. Des fois, je mange du poisson. Mais le problème, c'est que comme j'ai mis que j'étais pesco-végétarienne, Oui, restaurant de poisson. C'était forcément que du poisson. il y avait que du poisson et de la viande. Tu pourrais en parler avec mon collègue, Ça m'a mon rendu collègue de vénère. travail. Il est vraiment très vénère par ça aussi. Je suis vraiment en mode non. Alors voilà, plutôt niveler en Mais mettant. en fait, il faut. Alors, ça n'a rien à voir avec le podcast. Mais oui, mais il faut plutôt j'avais mettre que tu es. J'avais envie d'en parler. Il faut que tu mettes que tu es végétarienne parce que je me rends compte que les pesco-végétariens, c'est juste que de temps en temps, ils veulent bien manger du poisson, mais que c'est pas en fait leur truc de choix à la base. Voilà, je vous le dis, tous Bon. les pesco-végétariens qui nous écoutez, marquez que vous êtes végétarien. Voilà. Mais donc du coup, ils nous ont donné cette information avant de nous donner les informations concernant les gens qu'on allait voir. Et donc le matin de la rencontre, on reçoit les informations sur le groupe. Donc là, je suis là, ah, trop bien. Je vais enfin savoir si les gens aiment le rock. Et en fait, pas du tout. Ils me donnent en information dans quelle langue va se passer le dîner. De toute façon, moi, je voulais que ça se passe en français, donc j'étais un peu en mode, ça, c'est pas une information qui m'intéressait. Et la répartition des domaines d'activité. Donc, je savais, en allant au dîner, que donc je vais aller dans un restaurant où j'allais manger du poisson, et 17% travaillent dans les arts, sachant qu'on était 6, ça veut dire une personne travaille dans les arts, C'est drôle. 17% dans les technologies, 17% autres, et 50% services. Donc 3 personnes dans les services. Et une activité illégale, du coup, autre. Et donc, donc voilà, j'arrive, et en fait, c'était trop marrant parce que je me suis un peu observée, j'étais là, ah, mais du coup, je vais rencontrer de nouvelles personnes, est-ce que il faut que je me maquille? Je sais pas, Waouh. je me suis posé des questions comme ça, j'étais Premier là. jour d'emploi. Mais vraiment, hein, c'était Ok. très. Bon, mais c'est vite passé, j'étais là, non, mais enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Donc, Tu t'es bref. pas maquillée. Non, je me suis pas changée, enfin, je veux dire, je suis T'as arrivée. pas mis une jolie culotte. Non. Non, je suis arrivée. Et il y a même un moment où je me suis dit, ah, est-ce que je canaliserais pas mon stress en fumant une cigarette, ce qui est vraiment le truc que je fais. Waouh. Ouais. Ce que je faisais quand je faisais des dates à 18 ans, que je venais Ouais. chez toi fumer une cigarette Mm. avant. Et t'avais répondu que t'étais non-fumeuse, donc... Oui, en plus, T'avais je pas me le suis droit. posé la question, j'étais là, est-ce que j'ai le droit? Parce que si j'ai dit que j'étais non fumeuse. Terrible. Il pose pas la question, en fait. On a vérifié après parce qu'on en a parlé. Bref. Donc, j'arrive, et donc, il y avait 2 personnes, et donc, je m'installe, machin. Les personnes arrivent au fur et à mesure. Et en fait, le truc des 17% et tout, ça nous a fait la soirée. On était là. Alors, on va essayer de deviner qui est art, qui est... voilà. Et alors, franchement, délit de faciès de fou. Apparemment, j'ai une tête à travailler dans les arts. Mais Ah, oui. on acquiesce, mais Bah, je évidemment. travaille pas dans les arts. J'ai mis service. Oui, mais t'es une artiste, c'est clair. Oui, et ben justement, donc du coup, Justement. il y avait un peu ce truc de la personne qui travaillait dans les arts travaillait pas du tout dans les arts en fait. Elle était genre, je sais pas, elle travaillait dans les technologies, mais juste parce qu'il faisait des trucs un peu de design, il était là, ouais, je suis un artiste. Du coup, j'ai commencé à l'embrouiller en mode, mais t'es DJ ou t'es pas DJ? Parce que si t'es pas DJ, t'es pas un artiste. Bref, Bon. c'était vraiment. Mais bref, donc du coup, on T'es commence passé à en mode carnaval, toi. oui, je fais le carnaval. Ok. Mais du coup, au fil de la soirée, en fait, ce qui était trop intéressant, c'est qu'on a parlé de ça, enfin, de nos métiers, mais au final, ça devenait juste le prétexte de dire comment on se sentait dans nos vies actuellement. Et telle personne qui s'en fout de son taf et qui a commencé à nous dire « Ah oui, moi, en fait, mon projet actuel, c'est ça, je reste 1 an, puis après, je vais faire ça. » Donc ça, c'était plutôt chouette. Et au final, ça nous a tenu la plupart du temps du dîner. Et après, on est parti... les 3 personnes sont parties cloper, 3 personnes sont restées à l'intérieur du restaurant. On a pris un dessert. Et là, on a commencé à rentrer dans des conversations super deep auxquelles je m'attendais pas. Genre, en fait, quelqu'un a dit mais en fait, pourquoi vous faites ce dîner, quoi? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? En même temps, c'est vrai que c'est une bonne question Oui, de se dire oui. comment les gens sont arrivés Ouais. à Et- se dire tiens, faisons ça. Ils ont Et- tous un podcast. Ah oui, il y a eu aussi un peu un moment de est-ce que le dîner se passe bien ou est-ce qu'on est tous en train de s'illusionner sur le fait que les gens nous aiment bien? Et du coup, on a eu cette wow. conversation C'est très méta. Mais oui, méta, hyper carrément. méta en mode non mais on est à l'aise là, non? Non mais ouais, on est super à l'aise. Non, mais- En fait, vous étiez étonnés que ça se passe bien. Parce on que était vous tous étiez étonnés. trop parti du fait que ça allait Vous être vouliez chelou. vous prendre Exactement. des pains, Mais- en fait. Attends, j'ai quand même une Tu veux être question ban. chronologiquement avant, qui est genre, ça se passe comment la rencontre?
comment vous savez que c'est vous le groupe? Il y a une table réservée, vous savez où aller? En fait, il faut demander la table 1 de Time Left. Okay. Sauf qu'en fait, moi, je suis arrivée, j'ai vu 2 personnes assises à une table de 6 qui regardaient vers la porte. Parce qu'il y avait plusieurs Time Left dans le même resto. Il y avait plusieurs, Je pense que c'est la possibilité. En réalité, c'était pas le cas, nous, mais voilà. Et donc, et donc c'est marrant parce qu'on s'est posé la question, est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous êtes célib? Et en fait, on était 4 en couple et 2 célibataires. Ah ouais. Donc voilà. Très bon pour se faire des potes. Au final, la question ce qui nous a amené ici, c'est mais pourquoi vous faites cette expérience? Et en fait, cette expérience, on dirait que vous êtes dans une télé-réalité. Et il y avait un gars qui était là pour la 2e fois et du coup, c'est à lui qu'on se référait en mode. Et du coup, là, tu trouves que ça se passe bien ou Et il était là, bah ouais, mais par rapport à la dernière fois, c'est mieux ou c'est moins bien? Et en plus, c'est comme après avoir couché avec quelqu'un, c'est un peu vraiment ça. Et en plus, il nous a dit que la fois précédente, c'était pas dingue, quoi. Parce que ils disent, oui, on veut savoir si vous aimez le rock ou le rap, mais en réalité, ils cassent des gens qui aiment parler politique, mais qui sont pas du même bord, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et puis surtout, je sais pas à quel point, est-ce que tu le sais à quel point l'appli marche bien et à quel point à un moment donné, il faut juste caser 6 personnes ensemble un même soir de semaine, parce qu'il n'y a pas tellement de demandes, quoi. Je pense que c'est un peu ça, parce que, bon, en plus, je l'ai fait à Paris, il y a plein de Time Left différents à Paris, quoi. Enfin, dans plein de quartiers différents. Oui, surtout, tu parlais même des langues. Est-ce que moi, je peux faire un Time Left en allemand? Bah, possible. Mais je pense que le temps que je trouve un Time Left en allemand à Lille, ils vont me faire patienter 6 mois, quoi, tu vois. Bah, t'en sais rien, tu devrais essayer. D'ailleurs, il y a plein de villes, hein. Tu me parraines? Ouais, si ça marche. Et dans votre groupe, est-ce que quelqu'un... peut-être parmi les 2 célibataires, du coup, était venu en mode rencontre amoureuse ou pas? Ou alors c'était exclu parce que c'était... dans votre questionnaire, ça excluait les personnes. Enfin, on vous a pas mis ensemble, quoi. Non, bah en fait, vu que c'est pas le concept, je pense qu'ils disent pas forcément... Enfin, tu peux dire que t'es en couple ou célibataire, mais du coup, je crois pas qu'ils te demandent est-ce que vous allez... vous prenez l'expérience pour rencontrer un partenaire. Genre, je crois que c'est vraiment pas le but, quoi. Donc je pense que les gens, ils étaient là. Bon, les 2 personnes en question qui étaient là, d'ailleurs, on avait entre 25 et 38 ans. Les 2 personnes qui étaient là et qui étaient célibataires, ils étaient pas forcément là en mode pour rencontrer du monde, j'ai l'impression, pour du dating. Parce que du coup, on a échangé sur ce qui nous a amené à faire cette expérience. Et alors, c'est trop drôle parce que une des personnes a dit genre, ah oui, mais moi, j'ai plus d'amis parce qu'ils sont tous partis de Paris. Morts. Non. Mais en même temps, vrai problème de la trentaine à Paris. Oui, c'est que tout le monde part. Et du coup, les raisons pour lesquelles les gens se lancent dans ce truc-là, il y a, et du coup, ça m'a vraiment beaucoup parlé, il y a la déception de voir l'amitié désinvestie au moment de la trentaine. Parce que du coup, tout le monde se renferme sur son couple, ses projets, etc. Et du coup, plus personne n'a le temps pour faire un brunch, une soirée comme avant, etc. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et du coup, qui disait, en fait, moi, j'aimais bien quand on sortait entre copains et juste... est-ce qu'on peut juste continuer à faire ça, quoi, même, voilà. Ce sera l'épisode de mai, donc stay tuned, en partie. Aussi, comment on rencontre des nouvelles personnes quand on a un travail installé, qu'on rencontre pas tout le temps des nouvelles personnes et que si on a envie d'avoir des nouveaux amis, en fait, on sait pas trop où les trouver. Aussi, alors ça m'a beaucoup intéressé, des gens qui étaient là, mais en fait, moi, mes amis, ils veulent toujours sortir avec leur mec et leur meuf, genre on fait des double dates et tout, mais moi, ça m'intéresse pas, quoi, je veux juste voir mes amis. J'étais là, I feel you, parce que moi, c'est aussi un problème que j'ai. Et aussi, en fait, les amis, il faut prévoir sur 6 mois de les voir. Il y a un calendrier prévisionnel parce que tel jour, tel week-end, on est chez les parents de machin, de trucs et tout. Parce que apparemment, nos vies, elles deviennent trop compliquées arrivé à un certain âge, quoi. Donc, voilà, on se retrouve un mercredi soir à Time Left et on rencontre des nouvelles personnes. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que on s'est dit, mais est-ce qu'on va... Après, là, on va boire un verre, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on se dit, tiens, poursuivons la soirée. Sauf que c'est retombé. Il y en a 3 qui sont partis boire un verre. Il y en a 3 qui sont rentrés. Et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on va s'écrire, quoi? Est-ce qu'on va rester en contact alors qu'on a passé une bonne soirée, quoi? Et
sur l'application, tu peux dire est-ce que tu veux rentrer en contact avec cette personne ou non. Et si tu peux pas... Vraiment une télé-réalité. Est-ce que tu veux continuer ou pas l'aventure, quoi. Est-ce que tu continues l'aventure Okay. Et du coup, t'as un petit chat qui se crée avec chaque personne et tu peux valider manuellement chaque personne, quoi. Et du coup, bon, il y avait eu ce petit truc en mode genre, est-ce qu'on va se valider? Et on s'est bolossé un peu en mode genre, moi je te valide pas, toi. Enfin, toi, t'as vu, moi je te valide pas. On s'est tous validés en fait. Mais voilà. Franchement, si vous êtes en un stade de vous bolosser, c'est que vous vous êtes bien entendu. Mais oui, et que, à minima, vous allez faire la politesse de vous valider, quoi. Enfin... Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi, je m'attendais pas. En fait, je me disais, dans le pire des cas, c'est cringe, mais c'est qu'une soirée de ma vie. Enfin, c'est pas très grave, quoi. Et puis après, t'en fais une rubrique, quoi, de podcast. Moi, j'étais là pour rentabiliser cet épisode. D'ailleurs, tu leur as parlé du Bisodrome. Mais je ne leur ai pas parlé. J'ai pas eu l'occasion, quoi. En plus, je me suis fait bolosser parce que j'ai parlé un peu trop longtemps. Enfin. Ils m'ont dit genre mais tu monopolises la conversation, alors c'était eux qui me posaient des questions en réalité. Bon. Ah là là, dure vie. Ouais, mais donc donc au final, on s'est tous validés, mais on ne s'est pas parlé. Et c'est ça qui est que je trouve un peu dommage, c'est que au final c'est cool, mais si c'est pour juste rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois, mais genre juste pas maintenir de lien, c'est aussi un peu bizarre, quoi. En même temps, ça fait 2 jours et en même temps, on se dit, potentiellement... C'est terminé. Si tu me parles pas dans les 48 heures. Après, c'est vrai que c'est un peu le truc. C'est comme quand tu fais un premier date ou quoi. Ouais. C'est vrai que si tu parles pas dans les 48 heures 72 heures qui suivent, ça commence à un peu être long, quoi. Enfin... Et puis, du coup, il y a un peu la question de quand même, est-ce que tous les dîners, ils sont aussi cool que celui-là? Parce qu'apparemment, on était quand même en mélange qui fonctionnait bien, quoi. Mais c'est peut-être le problème de créer un lien vraiment individuel, quoi. Qui est... ou sinon, il faudrait que Timelapse ce soit comme un abonnement de poterie pendant 1 an, en mode, mais c'est pas pour une fois, c'est en mode, vous vous revoyez tous les mercredis éternellement. Et en fait... et en fait, ça c'est drôle parce qu'il y a un truc d'abonnement. En fait, tu peux soit prendre... moi, j'ai pris juste un dîner. Ah ouais. Et en fait, il y en a certains qui ont pris l'abonnement, donc tous les mercredis, pendant 1 mois, quoi, ou plusieurs mercredis, voilà. Et ce que je trouvais rigolo, c'est qu'à un moment donné, ceux qui ont dit, moi j'ai pris l'abonnement, donc je refais un dîner mercredi, on a dit, envoie-nous l'adresse, et comme ça, nous, on va dans le resto, et on te regarde, et on juge. Ah, juste pas vous mettez ensemble, pas en mode on sort de l'appli pour pas payer, genre... Non, juste en mode on regarde si les autres dîners se passent aussi bien que le nôtre. Voilà, on était vraiment un petit groupe de démons, quoi. Ah ouais. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'était quand même vraiment cool, mais je pense que ça demande un peu d'investissement quand même, si tu veux vraiment créer du lien sur le long terme avec ces personnes-là, quoi. Faut vraiment faire l'effort après de leur parler et de reprendre tout de suite rendez-vous, j'imagine, quoi. La semaine d'après au même endroit. Ouais. Sur une autre table, parce qu'elle est prise. Ouais. Mais c'est pas le même resto à chaque fois. Oui. Parce que du coup, on en a, celui qui était là, le mercredi d'avant, il avait fait un autre resto, quoi. Donc bon, en plus de ça, t'essayes des restos, bon, avec un peu de chance, il y a des options végétariennes. Et voilà. Ok. Voilà. Trop intéressant. Je vais peut-être tester si je peux faire un time left allemand. En fait, je veux juste un Stammtisch. C'est le nom des groupes d'Allemands ou germanophiles dans une ville. J'ai une race de chien. C'est vrai que j'entends ce que tu me racontes. Ok. Bon, d'autres réactions sur Time Left? Merci, je suis trop heureuse que tu aies fait ça. Notre reporter de terrain. Carrément. En plus, tu l'as fait à la dernière minute, on espère que vraiment il y a quand même assez de demandes pour que sinon il n'y avait pas de rubrique. Voilà. J'aurais faké une fausse... Je pense que si j'avais dû inventer mon expérience Time Left, j'aurais inventé une personne solitaire, hyper cringe. Ça se serait hyper mal passé. Moi, c'était ça dont j'avais peur, en fait. Parce que je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens suffisamment... est-ce que c'est pas des gens... C'est ça. Est-ce que c'est pas des gens super bizarres qui vont à Time Left? Mais je pense que c'est... Ils n'ont pas d'amis, ils ont le temps, voilà. Et en fait, après, on en a parlé entre nous, et on s'est dit, mais... En fait, les gens qui sont solitaires et qui n'ont pas d'amis, en réalité, ils auraient peur de faire ce truc-là. Et donc, c'est un peu plus, je pense, quelque chose de... des gens qui sont un peu extravertis ou quoi. Parce que les gens solitaires, en fait, ils sont là... non, je vais pas parler à 5 inconnus, je pense. Oui, peut-être c'est un truc un peu plus conjoncturel, en mode tu changes de ville et parce que tu as suivi un conjoint, une conjointe et tu connais personne. Ne me regarde pas, je ne veux pas que ça m'arrive. ou tes amis sont tous partis de Paris, ou en fait tu te rends compte que tu vois pas tant tes potes.
Après, c'est aussi une vision de se dire que les gens qui sont pas en couple... Enfin, je pense qu'il y a aussi plein de stigmates, croyances, de se dire que les gens sont forcément bizarres si c'est des gens qui sont en besoin de liens sociaux dans la trentaine, quoi. Bah, clairement, parce qu'en plus, pour le coup, moi, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que non, mais c'était particulier aussi la dynamique de groupe, parce que tu peux avoir deux personnes qui s'entendent très bien, qui créent une connexion en face à face, ou alors dans un groupe avec d'autres personnes, et avec les gens qui étaient là ce soir, ça peut ne pas prendre, quoi. Je pense que la composition du groupe, du coup, est vraiment carrément déterminante, quoi. C'est comme une classe ou une promo. Bon. On peut peut-être passer à ma partie. Yes. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Bon, donc on l'a bien compris, et aussi avec cet exemple, nos aspirations de communauté et de rencontres dans le réel qui dépassent la simple recherche amoureuse, c'est bien compris par le marketing, c'est vraiment dans l'air du temps. Du coup, il y a des offres qui se développent, comme Time Left en est une. Et en parallèle, les lieux communautaires et associatifs dans nos vraies vies, comme par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, les lieux festifs et culturels queer, je sais jamais dire queer, dépérissent parce qu'ils sont pas assez rentables et pas assez soutenus par les pouvoirs publics. Donc je vous propose de vous embarquer pour cette dernière rubrique dans un scénario de modèle de société favorisant le lien social et la rencontre. Donc bon, je vais pas inventer l'eau tiède, mais en ce moment je lis beaucoup sur l'intérêt de l'imaginaire pour créer de nouveaux récits, recréer des récits et avoir des récits de société désirables, parce que c'est un moteur d'action de changement. Donc je vais vous proposer un monde où les pouvoirs publics investissent massivement pour créer et soutenir des lieux communautaires et les mettre au cœur de nos vies et de nos villes, où les collectivités territoriales font des choix d'urbanisme pour, au-delà de réduire la place des voitures dans les rues, pour qu'on soit là dans les rues à marcher au milieu avec des vélos, des bikers et tout, place les lieux communautaires au centre de nos villes et amène nos pas tout naturellement vers ces lieux, en enlevant tous les freins qui nous empêcheraient de passer du temps dans ces associations, mais en même temps avec un côté virtuel, parce qu'on l'a vu, le virtuel et Internet, ça répond à plein de besoins, celui de trouver des communautés de niche, de permettre l'expression écrite plutôt qu'orale, ce qui peut être important, intéressant pour des personnes, de maintenir le lien malgré la distance, de répondre aux besoins de sociabilité de personnes introverties, pour qui Time Left, ce serait horrible. Voilà. Donc, par exemple, pour ma part, je suis dans une association LGBT et chrétienne qui s'appelle DJ Arc-en-Ciel. Bon, c'est niche, en fait. Il y a peu de chances que cet asso existe dans toutes les villes où je serai. Et pourtant, j'ai envie de faire partie de cette communauté. Donc, voilà. Donc, pour moi, les lieux communautaires, ils doivent être hybrides, intégrer une part aussi virtuelle, d'un côté active, genre quelque chose type un Discord ou d'autres discussions ou streaming ou quoi, actif, et passif en par exemple produisant des podcasts. Et il faut que cette part virtuelle soit souveraine, non hébergée par des plateformes commerciales qui font leurs règles du jeu, tout en restant facile d'accès. Et du coup, je vais illustrer ça et je vais vous embarquer dans ma vision. Donc, je vais vous faire une petite histoire. Donc, si vous voulez fermer les yeux pour cette fin de podcast, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligés. Donc, j'ai réfléchi à une illustration concrète dans le quartier lillois où on est actuellement, donc Oisem. Donc, pour les auditoristes qui nous écoutent dans le futur et ne connaissent pas Lille, il va falloir faire preuve un peu d'imagination. Ou sinon, vous pouvez faire une recherche Street View du rond-point de la solidarité, qu'on appelle nous rond-point du serpent, mais ça, Google Maps ne le sait pas, je crois. Donc, je vous propose de vous embarquer dans cette vision. Donc, je rêve qu'un matin, je sors de chez moi et je vais chercher mon pain au Petit Louis, au rond-point du serpent. Déjà, le chemin qui m'y emmène est sans voiture. Donc, en y allant, je croise mes voisins, voisines, parce que c'est plus facile de croiser des gens si on est au milieu de la rue que si on est excentré sur des petits trottoirs d'un côté et de l'autre. Le rond-point du serpent est lui aussi sans voiture, évidemment, comme toutes les rues qui y mènent. Et toutes les rues qui y mènent ont au sol, en leur centre, une ligne en forme de serpent qui amène vers ce rond-point. En son centre, au lieu de la sculpture un peu moche qu'on a, il y a le local de nuisance sonore. Tiens donc, l'association avec laquelle on fait cet épisode en direct.
Donc un petit bâtiment rond, très lumineux, voilà, ouvert sur l'extérieur, autour duquel il y a plein de tables et de chaises en extérieur en mode guinguette. Bon, dans mon rêve, il fait toujours beau à Lille. Alors, je crois qu'il y a 300 jours de mauvais temps, mais bon, voilà. Donc ma baguette à la main, je croise des personnes que je connais ou des personnes que je connais pas mais qui ont l'air sympathiques et je décide de prendre le petit déj avec elles. Et puis Nuisance Sonore fournit du café, du thé, du jus gratuitement en permanence parce que vous êtes soutenus par les pouvoirs publics. Donc c'est pratique. De temps en temps, il y a des activités qui sont proposées par l'asso, qui sont signalées par des petits jingles diffusés par des haut-parleurs en forme de serpent en haut de ce local parce qu'on voulait quand même conserver l'idée de rond-point du serpent. Voilà. Bon, évidemment, c'est décidé en démocratie participative. On a trouvé des horaires et des sons qui conviennent au plus grand nombre et aussi qui ne heurtent pas des personnes qui, par ailleurs, auraient des pratiques religieuses. Enfin, voilà, on a fait avec tout le monde. De chez moi, je l'entends et je me dis, mais finalement, est-ce que je ferais pas... Ça, c'est un autre jour. Bon, la chronologie n'est pas géniale dans mon histoire. Un autre jour, j'entends le petit jingle et je me dis, mais finalement, est-ce que je ferais pas un atelier de groupe de parole sur nos émotions supervisé par une psy tout en faisant du collage ? Bah oui, super. Et là, dans ce lieu interculturel et intergénérationnel qui s'inscrit dans mon quotidien tout naturellement, je me fais des amis. Je trouve des voisines avec qui partager ma voiture ou s'occuper des chats l'une de l'autre pendant nos congés. Bon, c'est déjà le cas, mais voilà. Et parmi eux et elles, peut-être que je trouve des amoureux et des amoureuses. Peut-être pas, on ne sait pas. Mais en même temps, ce n'est pas ma seule communauté. Je suis dans une constellation de communautés. Ailleurs dans ma ville et à distance. Ce n'est pas un système insulaire et fermé sur soi. Les communautés à distance me permettent de nourrir d'autres parts de mon identité et sont aussi importantes. C'est différent pour chacun. Moi, je sais que je suis une personne qui a besoin de voyage, de nourrir plein de facettes de moi, et ce système hybride me le permet, comme il permet à d'autres de se concentrer majoritairement sur une communauté. Est-ce que ça vous donne envie ? À fond. Comme vision ? Carrément. Bon, alors, on garde un peu du contrôle social. Parce que c'est vraiment au milieu, enfin tout le monde se voit, quoi. En ça, il y a le côté un peu village. Mais quand même, j'ai réfléchi à la part virtuelle, quoi. Voilà. Donc voilà ma proposition de modèle de société pour vous aujourd'hui. J'espère que Nuisance Sonore, vous êtes d'accord avec cette vision. Évidemment, il y a des ateliers radio et tout, il n'y a pas que des trucs qui n'ont un peu rien à voir. Ben voilà, en fait c'était une partie très courte, mon histoire. Mais c'est super. On vote pour. En plus d'entendre. Elle se valide elle-même, comme d'habitude. Écoute, je fais l'animation, donc je prends différentes facettes et je me parle avec moi-même, surtout si vous me parlez pas. Non, mais c'est juste qu'on est à fond dans ta visualisation. Ouais. En fait, et on est là en mode, ça mon mais problème. Voilà, mais c'est ça qu'on veut. Et que j'accepte pas le silence. Il aurait fallu que je fasse 30 secondes. Et comment on pourrait y arriver, quoi. C'est ça le truc. Bah ouais, mais c'est en créant ces imaginaires et qu'on a envie d'y aller. Voilà. C'est toutes mes réflexions et lectures sur la diversification des récits. Je vous donnerai mes refs. Et puis on imagine que là, dans ton monde, tu travailles 25 heures par semaine max, donc tu as le temps aussi de faire tout ça. Non, mais on a, alors c'est plus le nom, mais on a une sorte de revenu universel d'une manière ou d'une autre qui fait qu'on a ce temps aussi à passer dans les associations et qu'en plus d'être soutenu par les pouvoirs publics, nous aussi on a le temps de s'engager associativement dans ces lieux, quoi. Évidemment. Mais alors, à toute petite échelle, il y a quelques années, je vais commencer le compost de quartier. Ah ouais, alors cette histoire de compost de quartier, ça a beaucoup fait rire mes parents. Mais en fait, c'est juste, le compost de quartier, contrairement à Lille, là où j'habite, on est en association. Il y a toujours 2 personnes qui tiennent le compost entre 11h30 et 13h le dimanche. Et du coup, on croise toujours tous les voisins. Et des fois, on fait des petits événements en mode « Hey, c'est la galette, venez, on fait le compost et on mange la galette. » Et en fait, il y a un peu ce truc qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est des gens qui vivent à côté de moi. Et on ne partage pas notre quotidien, on n'est pas amis, enfin on est de toute génération, il y en a ils ont des enfants, il y en a ils ont 60 ans, enfin voilà. Et en fait juste d'avoir cet espace où on peut discuter des trucs du quartier ou même juste faire du small talk sur la météo, juste c'est agréable en fait. On se sent moins seul dans la grande ville quand on a ces espaces-là. Et c'est vrai que
souvent, dans nos vies, on est un peu en mode... on a le travail, on a nos lieux avec nos amis, et il n'y a pas cet espace de voisinage comme il peut y avoir dans les petits villages, par exemple. Moi, j'ai une grande passion pour les PMU. C'est un peu ça, le truc, le truc des bars de village, quoi. C'est un peu, on croise tout le monde et on peut discuter. Et au fait, t'as vu ça, ou je sais pas quoi, enfin, donner des actus, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai fait une version un peu plus santé publique friendly, parce que c'est vrai que souvent les bars occupent cette place et grand bien leur face, mais qu'avec ma casquette de santé publique, je suis là, peut-être qu'on peut créer des lieux aussi différents que des lieux qui servent de l'alcool et on fume en terrasse. Bon, voilà. Après, tout peut coexister. Ouais. Bon, on s'en arrête là. On a tellement bien tenu, mais c'est ce qu'on s'est dit, qu'on serait un peu timide et que du coup on tiendrait hyper bien notre heure qu'on ne tient plus depuis des mois et des mois. Super, on vous remercie, auditeuristes du futur, à vous qui êtes ici, et on va passer à un temps de questions-réponses, discussion après la fin de cet enregistrement. Évidemment, pour tout le monde, et surtout les auditeuristes du futur, mais vous aussi, vous pouvez nous parler sur Insta. On a un Insta qui s'appelle Le Bisoudrome. On a aussi des Insta personnels, Lovela et moi, Lélina, ils sont inscrits dans la description. Peut-être Tomelk. Un jour peut-être. Pas pour cet épisode-là. Oui, on verra. Ok. Bon, peut-être plus tard. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits mots doux, à nous faire vos retours, à nous envoyer des vocaux, à tout ce que vous voulez. On vous lit, on vous écoute, on vous répond. Voilà, et puis d'ici la prochaine fois... Des bisous.